Dans cette partie de l'émission, nous saisirons l'occasion pour partager avec vous certaines difficultés rencontrées sur le terrain en ce qui concerne le contrat de bail à usage d'habitation. Alors, comme on l'a dit, les principales difficultés, c'est toujours ces rapports entre locataires et propriétaires. Et ce qui revient toujours, c'est les travaux. Donc, nous, on va se faire le porte-voix de nos téléspectateurs et puis vous dire, pour avoir votre avis sur certains travaux, où on tiraille, etc. et tout. Et la première des questions, Monsieur Dabiré, la vidange des fosses septiques, à qui revient la charge? Au propriétaire ou au bailleur? Ou au locataire, pardon? Je dirais que la réponse à cette question se trouve dans le décret justement que M. Nignan citait tantôt, dans le décret sur la nature des travaux à la charge du bailleur et du locataire et les modalités de révision du loyer. Ce décret, comme il l'a souligné, a été adopté le 31 juillet 2018 et donc est en vigueur. Et ce décret, en principe, met la charge des fosses septiques sur la tête du bailleur. Parce que ce décret qualifie la question des fosses septiques là de réparation locative. Et ce décret dit, c'est une suite de la loi, que les réparations locatives et les grosses réparations sont à la charge du bailleur. Ce sont les petites réparations qui sont à la charge du locataire. Mais ce décret prend le soin de préciser que ce soit réparation locative, de grosses réparations ou petites réparations, les dispositions prévues par le décret ne valent que tant que les parties n'ont pas eu meilleur accord. C'est-à-dire, si les parties décident que malgré ce que dit le décret, à savoir que la vidange des fosses septiques revient au bailleur, que ce sera le locataire qui devra s'en charger. Si c'est dit dans le contrat, eh bien, c'est le locataire qui devra le faire. Mais c'est si, par exemple, les parties ne se sont pas prononcées là-dessus et que par après, il y a des difficultés, en ce moment, on fera application de la loi, notamment du décret, et ce sera au bailleur de s'occuper de ces fosses septiques. Parce qu'en fait, là, justement, pourquoi on vous a posé cette question? C'est la subtilité. Réparation et utilisation. Usure du bâtiment, tous les travaux qui relèvent de l'utilisation quotidienne par le locataire. Et on entend, par exemple, je reviens sur les fosses septiques, que le bailleur procède à la vidange à l'entrée de bail. On est d'accord. Après, quand il y a eu remplissage, c'est le locataire qui a fait le remplissage. Il n'y a pas de réparation, puisque c'est une utilisation par le locataire. On va dire 5 ans après, il faut vider, on appelle le bailleur. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas logique? Mais si on va raisonner comme ça, on dira que pratiquement toutes les réparations qui incombent au bailleur devront revenir au locataire. Non. À partir du moment où, lui, il prend le local et qu'un dommage survient sur le bâtiment, en principe, ça veut dire que c'est lui qui doit réparer. Mais ce n'est pas de dommage, là, ce n'est pas un dommage. Non, en fait, je veux dire dommage, dégradation, détérioration, usure. Ce n'est pas une dégradation, ce n'est pas une détérioration, ce n'est pas une usure. C'est un remplissage. Vous voyez en fait? Non, j'ai dit que si on va raisonner comme ça veut dire que tout ce qui va survenir après l'entrée du locataire dans la maison devra être à la charge du locataire. Non, parce que là, il est rentré, c'est vrai, on peut dire que c'est lui qui a rempli, mais la loi dit que malgré le fait que ce soit lui qui a rempli là, c'est au bailleur de venir faire cette vidange-là parce que ça fait partie de ses obligations et c'est sa maison. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai dit que les dispositions du décret ne sont que des dispositions supplétives, qui ne vaillent que tant que les parties n'ont pas prévu autre chose.
D'accord. Mais on peut prévoir autre chose. Si, les parties peuvent prévoir autre chose. Les parties peuvent prévoir que les vidanges de fosses septiques, même les chutes de murs ou quoi, que ce sera à la charge du locataire. Le problème dans cette pratique, et c'est ça en fait la difficulté, vous savez, c'est l'État dit, moi je vous dis de faire comme ça, mais si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez le faire. Et dans la réalité, les deux parties se disent, mais moi l'État a dit que je peux faire ça à mon droit. Non, moi je t'ai dit que je ne le fais pas. Donc ça veut dire que l'État qui devait être en arrière et être arbitre, finalement il vous dit, bon, c'est comme si, vous savez, moi je ne vais pas se fâcher avec tout le monde, on est copains. Non, madame, vous voyez, le problème avec ça, c'est parce que justement les parties ne prévoient pas de contrat écrit. Il n'y a pas de contrat écrit très souvent. C'est ça. Mais Qui stipule les différentes obligations des parties. quand il y a contrat écrit. Quand il y a contrat écrit, est-ce que les parties se sont prononcées sur ce point précis? Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se prononcer sur tout. C'est-à-dire, c'est voilà, dans l'utilisation quotidienne. C'est ça, je dis, si les parties ne se sont pas prononcées sur ce point précis, lorsqu'elles vont aller devant le juge ne fera qu'appliquer le décret, la loi. C'est ça en fait. Mais si les parties ont prévu autre chose, à savoir qu'il revient au locataire de vider les fosses septiques, et que c'est clairement écrit dans le contrat, c'est ce qu'il vaudra. Mais il est précisé, par exemple, que, justement, les travaux qui relèvent de l'usure normale de la maison sont de la charge du locataire. Oui. Non, de l'usure normale, non, pas de la charge du locataire. Il est dit que le bailleur doit intervenir pour certaines détériorations, dégradations et autres, mais lorsque, ou disons, le locataire, doit répondre des dégradations de son fait. Mais lorsque ces dégradations résultent de l'usure, de la vétusté ou d'une force majeure, le locataire est déchargé de sa responsabilité. Donc ça veut dire que si une ampoule se grille, c'est le propriétaire. Si une ampoule se grille, non, ça c'est l'entretien, c'est le petit... Non. Non, ça c'est par exemple l'usure ou la vétusté. Un locataire qui prend un bâtiment, pendant 10 ans, il est dans le bâtiment. Quand il entrait, c'était une maison neuve. La peinture va prendre un coup. Il n'est pas en principe question que lorsqu'il va vouloir sortir au bout de 10 ans, là, que le bailleur lui dise de venir remettre la peinture en l'état. Ah oui. Parce que c'est comme vous nous dites là, il y a un problème. C'est comme ça. En principe, il peut utiliser ça. Il est rentré avec une peinture correcte. Oui. Et il sort, il n'a pas l'obligation de faire la peinture. En principe, non. Sauf si, par exemple, là encore, on peut rentrer dans certaines subtilités. Sauf si c'est prévu par le bailleur. Oui, sauf si c'est prévu par le bailleur, ou encore, sauf si, par exemple, on voit que ce n'est pas l'utilisation normale du bâtiment là qui a entraîné l'usure. Vous avez, par exemple, que les enfants ou bien le locataire lui-même, il a pris de la terre, il est venu badigeonner la maison. En ce moment, il sera condamné à réparer. Si on voit les traces de ses mains, il peut... Oui, les traces de ses mains, ça dépend. Si c'est, par exemple, une trace, je dirais, bénigne, ça c'est l'usage normal. Ça c'est l'usage normal. Non, parce que quelqu'un qui va aller prendre sa main, mettre dans la boue et venir badigeonner, là, ce n'est pas l'usage normal. Mais quelqu'un, par exemple, qui est en train de nettoyer le plancher et qui est sur le point de tomber, qui prend appui sur le mur. Il y a cette accumulation aussi qui fait qu'après la peinture est dégradée. Vous ne trouvez pas? C'est ça, je dis, si ça résulte, parce que ça, ce sont des éléments de fait que le juge apprécie. Le juge va apprécier pour voir si véritablement, après un certain temps, les dégradations ou, disons, les détériorations qui sont survenues là, pouvaient résulter de l'usage normal du bien. Si ce n'est pas le cas, il va condamner. Mais s'il estime que c'est le cas, il n'y a pas de condamnation qui vaille. Donc, la nécessité ou bien l'exigence qu'un propriétaire donne à son locataire en lui disant « mais je te donne ma maison dans un état, je tiens à ce que tu me la rendes dans le même état », elle n'est pas légitime. Ça, si c'est écrit, ça veut dire que les parties ont entendu dès le départ
que lorsque le locataire va vouloir quitter la maison, qu'il remette la maison en l'état où il l'a trouvée. Et c'est possible. C'est possible. La loi le Si, prévoit. si, non, oui, c'est possible. Je vous ai dit que les dispositions sur les réparations, sont des dispositions. Et moi, j'aimerais attirer l'attention des populations parce que ce que M. Dabiré dit est très important. Le fait de ne pas contracter de contrat de bail vous expose à tout ça, bailleur comme locataire. Il est important qu'il y ait ces accords-là qui aient été recensés dans le contrat de bail parce que sinon, le bailleur qui donne son bien immobilier sans contrat écrit, ben le locataire peut le rendre dans l'état qu'il le veut parce qu'en réalité, il n'est pas protégé. Et ça, c'est très, 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 très important. On est d'accord? Oui, je suis parfaitement d'accord. Et le contrat, quand il est écrit, comme il est dit, c'est parce que l'écrit peut avoir une valeur de validité, comme l'écrit peut avoir une valeur de preuve. En droit, on parle d'écrit ad probationem, pour dire que ça vaut à titre de preuve. Là, si le contrat est écrit et que demain le locataire refuse de s'exécuter, ben, il suffira tout simplement que le bailleur, lorsqu'il va se présenter devant le juge, présente le contrat écrit dans lequel il était dit qu'il reviendra au locataire de remettre les lieux en l'état où ils étaient quand il les prenait avant de partir. Mais s'il n'y a rien d'écrit. Je vais demander encore une autre précision par rapport à ça. Est-ce que ça vaut pour les équipements également? Par exemple, je rentre, si ce n'est pas écrit, hein, c'est-à-dire il y a un chauffe-eau qui fonctionnait très bien et subitement, il ne fonctionne plus. Est-ce que c'est à la charge du bailleur de le changer? Climatiseur également. Ou est-ce qu'on rentre dans la subtilité de dégradation de fait du locataire, etc. et tout? Oui, on va entrer dans ces faits-là. Parce que un climatiseur, moi je suis entré quand le climatiseur avait peut-être 10 ans de vie. Je prends un exemple banal. Hein. Je ne suis pas un technicien, mais je prends un exemple banal. Ça avait 10 ans de vie. Je rentre dans la maison, je fais encore 10 ans. On s'est dit qu'au bout de 20 ans, le climatiseur il est amorti. Donc ce n'est pas parce que je suis venu il y a 10 ans trouver que le climatiseur fonctionnait que ça veut dire que quand je vais vouloir sortir 10 ans après, alors que le climatiseur a déjà fait 20 ans, moi je dois remettre un climatiseur neuf. Voilà. On se rend compte que c'est la pression de l'attention de la Sonabel et tout. Oui, là on peut exercer les voies de recours. Oui, non, il y a des gens qui... Qui doit se charger de ça, le bailleur ou le locataire? Mais là c'est pour le climatiseur. Si c'est du fait de la Sonabel. Si c'est du fait de la Sonabel, je pense que la sagesse voudrait que le locataire informe le bailleur parce que c'est lui qui a qualité ici pour pouvoir saisir les juridictions, puisque le locataire n'est pas propriétaire de la maison. Sinon, s'il va devant les juridictions, on risque de lui opposer le défaut de qualité et de le débouter. Donc, il saisit le bailleur qui va voir avec la Sonabel. Comme ça, si ça ne marche pas, le bailleur pourra encore aller devant les juridictions. Donc, je me dis que c'est comme ça qu'il faut régler la chose. Exactement. Monsieur Dabiré, une autre difficulté qui réside dans le règlement des frais d'enregistrement. La loi demeure floue à ce sujet, apparemment. Pourquoi est-il difficile de le trancher une bonne fois pour toutes, quoi? Non, la loi a pourtant tranché. Et puis, vous savez, les lois de la République, faut pas prendre un texte et puis se focaliser sur ce texte-là, alors que il y a d'autres aspects qui sont abordés dans un autre texte. Tous les textes-là, c'est pour le FASO, c'est pour la République, pour parler comme l'autre. Donc, quand vous prenez la question de l'enregistrement, ça c'est principalement dans le code de l'enregistrement et du timbre. Et vous allez vous rendre compte que ces questions-là relèvent en principe du locataire. C'est lui qui devra faire enregistrer. Voilà. Maintenant, si c'est la question de l'impôt, l'IRF comme on le dit, l'impôt sur le revenu foncier, en principe, c'est le bailleur.
Mais il revient au locataire de prélever cela à la source pour reverser. Voilà. Donc, c'est des questions qui sont gérées au niveau du fisc là sans problème. Oui, non, et quand vous prenez la loi sur le bail d'habitation privée, il est dit que le locataire devra payer les taxes et impôts convenus dans la convention. L'impôt et les taxes, là, c'est entre autres les frais d'enregistrement. Ok, mais est-ce que cela peut impacter sur l'augmentation, par exemple, du loyer? Oui, je l'ai dit tantôt. J'ai dit que l'un des motifs pour lesquels les gens préfèrent ne pas aller à l'écrit là, c'est que justement après l'écrit, il faut enregistrer et ça va permettre justement au fisc de pouvoir suivre la vie du contrat et donc de prélever l'impôt. Et comme le bailleur ne voudra pas supporter ça, il va augmenter forcément le loyer. Et comme le locataire non plus ne voudrait pas avoir un loyer exorbitant, voilà pourquoi il préfère rester dans le défaut de contrat écrit. Le contrat traditionnel. Voilà. Mais moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Est-ce qu'un contrat écrit qui n'est pas enregistré est recevable auprès de la justice? Recevable auprès de la justice, oui. Oui. Vous-même, vous avez dit sous seing privé. La loi, si le contrat, même verbal, peut être examiné suivant certains modes par la justice, a fortiori, combien le serait plus le contrat sous seing privé. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Alors, moi, j'ai une question sur le délai de préavis mentionné dans la loi. Il est dit que chaque partie doit observer un délai de 3 mois. Mais qu'on ne peut pas percevoir l'indemnité pour non-respect de préavis que sur 2 mois. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Est-ce que vous avez bien lu les dispositions? On est là pour comprendre. Non, je pose la... Non, oui, on a l'immense honneur d'avoir un spécialiste. Non, c'est... On en profite pour mettre à plat tout c'est juste pour chahuter. Je pose la question parce que justement, lorsque vous ouvrez la loi a distingué, à l'instar du Code du travail, là, 2 types de contrats. Le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. En principe, un contrat à durée déterminée ne peut pas être rompu avant terme. Mais la loi a dit que spécifiquement, s'agissant du bail d'habitation privée, même s'il est conclu à durée déterminée, le locataire peut y mettre fin avant terme. En ce moment, il doit un préavis de 2 mois. Faute de ce faire, il devra verser, je dirais, les numéraires correspondants au préavis de 2 mois. Mais pour ce qui concerne le contrat à durée indéterminée, c'est un préavis de 3 mois, mais on n'a pas dit c'est combien on doit verser. Donc, les 2 mois dont vous parlez, il s'agit du contrat à durée déterminée. Voilà. Monsieur Dabiré, est-ce que les locataires doivent-ils obligatoirement changer les compteurs à leur nom? Les locataires doivent-ils changer obligatoirement les compteurs? Parce qu'ils viennent trouver que c'est le nom du bailleur qui est dessus ou bien de l'ancien, souvent de l'ancien locataire. Et tout. Est-ce qu'ils sont dans l'optique de continuer? Je pense qu'il faut qu'on précise cette question. En fait, le problème aujourd'hui avec, on va dire, les sociétés ONIA et Sonabel, la plupart des bailleurs ne souhaitent pas que les compteurs soient conservés en leur nom. Donc, du coup, chaque locataire qui vient doit changer enfin, je ne sais même pas si M. Dabiré même pourra nous répondre là-dessus. Peut-être qu'on va faire venir un spécialiste de la Sonabel et pour nous aider dedans. Mais est-ce que ça aussi, c'est des choses que on peut inscrire dans un contrat de bail ou Oui, vous savez, un contrat, voilà, un contrat est régi pour ce type de contrat-là par le principe du consensualisme, c'est-à-dire le seul accord de volonté des parties-là, ça suffit. Donc, il revient aux parties de dire ce qu'elles entendent comme obligation devant régir leur rapport. Donc, si les parties conviennent que la question des compteurs d'eau et d'électricité revient au locataire, le contrat et la loi des parties, ça vaudra.
Si les parties disent que ce sera à la charge du bailleur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Toujours est-il que la loi ne s'est pas prononcée spécifiquement sur cette question. Voilà. Mais nous sommes en matière contractuelle et ce sont les parties qui déterminent les choses en fonction de leurs intérêts. Je pense que la position des bailleurs est dictée par le fait que il y a des locataires indélicats qui s'enfuient en laissant, je ne sais par quel subterfuge, ils ont pu accumuler autant d'arriérés, de factures. Et donc, quand ils fuient ou quand ils viennent à rompre le contrat et à partir, c'est carrément, je dirais, des factures énormes qui sont mises sous la main du bailleur. Ce qui fait que, bon, de plus en plus, ils ont peur que le compteur soit en leur nom, parce que plus tard, ils devront supporter les conséquences. Or, si c'est au nom du locataire, ben, même s'il s'enfuit, pour peu que ce soit sur le territoire national, s'il veut encore prendre un abonnement, on va ressortir ça. Voilà. Alors, nous avons également un problème avec la clause diplomatique. Aujourd'hui, au regard de la situation politique, les expatriés, en tout cas la plupart des expatriés, intiment en fait que soit inscrite la clause diplomatique qui leur dit, nous, vu la situation politique, s'il arrive quoi que ce soit, on peut partir sans respecter le délai de préavis imposé par la loi, etc. Nous, on veut juste votre avis. La clause diplomatique est applicable à qui? À qui? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. C'est-à-dire que, parce que a priori, c'est le personnel diplomatique oui, qui, au regard de la loi, peut être considéré comme personnel diplomatique. Parce qu'aujourd'hui, on a tout, même les ONG, les institutions internationales, tous disent, nous, on veut la clause diplomatique. Voilà. C'est juste... Je pense que si on va rentrer dans ces subtilités, on risque de ne pas s'en sortir. Je le dis parce que, a priori, le personnel d'une ONG, organisation non gouvernementale, n'est pas forcément un personnel diplomatique. Mais en fonction, par exemple, des accords de siège et autres, ou des accords qui permettent à l'ONG en question de venir s'installer, il peut avoir des avantages ou des immunités qui soient accordées justement à ce personnel. Et en ce moment, la clause diplomatique pourrait les intéresser. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que ça dépend des textes qui régissent ces différentes ONG, ces différents organismes, ainsi de suite, là, pour leur permettre de s'installer sur le territoire national. Voilà. Sinon, a priori, si on s'en tient aux différents textes sur, je dirais, les immunités et avantages au niveau des institutions, peut-être que c'est l'ambassadeur avec les conseillers d'ambassade et peut-être le personnel qui travaille, le personnel étranger qui travaille pour le compte de l'ambassade là, qui peuvent avoir cette qualité-là, voilà, et qui peuvent bénéficier donc de cette clause diplomatique dont vous parlez. Mais toujours est-il que ça dépendra véritablement des textes qui sont en vigueur. D'accord. Monsieur Dabilé, là c'est juste pour une précision et à l'attention bien sûr de notre public. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la caution que doivent payer les locataires et quelles sont les modalités d'augmentation du loyer qui peut être appliquée selon la loi? La caution que doit payer le locataire. Oui, non, d'abord, il faut dire que c'est un terme qui est abusivement utilisé quand on parle de caution. Parce que quand on parle de caution, je vais surprendre, la caution c'est une personne.
Quand vous ouvrez l'acte uniforme portant organisation des sûretés qui définit le cautionnement, cet acte vous dira que la caution, c'est une personne. Donc, ce dont il est question ici, il s'agit plus du dépôt de garantie. C'est-à-dire, lorsque les parties à un contrat de bail d'habitation entrent en relation, très souvent le bailleur dit, bon, tu vas verser tel montant pour garantir les éventuelles dégradations, pour garantir l'éventuel non-respect du délai de préavis, ainsi de suite. Ça, c'est le dépôt de garantie. Donc, il peut être stipulé dans le contrat, comme il peut ne pas l'être. Si un bailleur n'a pas besoin de ça, ben, moi qui vous parle, j'ai eu affaire à un bailleur, par exemple, qui n'avait pas pris de dépôt de garantie. Mais lui, par exemple, sa condition, c'était qu'il fallait payer 6 mois de loyer. Chaque fois, en fait, tu payes, tu consommes, à la fin, tu payes encore, tu consommes. 6 mois, 6 mois. Mais il ne prend pas de dépôt de garantie, rien. Voilà, donc c'est en fonction... Mais la loi le prévoit. Oui, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Puis c'est un contrat, les parties aménagent le contrat selon leur entendement. Justement, en fait, pourquoi on demande précision? Parce que c'est tout le temps. Les gens ne veulent pas payer le dépôt de garantie parce qu'ils estiment que le bailleur ne rembourse jamais le dépôt de garantie. Le bailleur se dit, mais lui, vous dégradez ma maison, vous voulez... Bref. Non, mais la loi sur le bail d'habitation privée parle bien du dépôt de garantie. Oh non, ça c'est en fonction voilà, la discrétion des parties. Sinon, il n'y a pas un certain nombre de mois ou de je ne sais quoi qui soit prévu. Non, non, non. Ça peut être 1 mois, ça peut être 10 mois, ça dépend des parties. D'accord. Mais donc, il y a cette... Si, il y a la possibilité. Le principe est arrêté. Maintenant, c'est la faisabilité là. Ça, c'est laissé à la discrétion des parties. D'accord. Okay. Et pour ce qui est du taux d'augmentation, parce que ça, c'est un problème aussi chaque année, pour un bailleur qui vient en disant, mais moi, je t'augmente de 5%. Est-ce que la loi, il y a une couverture, il y a une garantie, une protection? Oui, justement, quand vous prenez le décret sur la nature des travaux à la charge du bailleur et du locataire et les conditions de révision du loyer, il est dit comme premier principe que le loyer ne peut pas être révisé avant 3 ans à compter du dernier montant ou du dernier loyer qui a été fixé. C'est-à-dire que si le locataire entre dans votre maison en 2024, en principe, vous ne devrez pas pouvoir réviser le loyer avant 2027. Ok. En principe, et ainsi de Sauf suite. disposition contraire. Sauf, par exemple, lorsque, et ça encore c'est prévu par le décret, lorsque le bailleur a effectué une amélioration sur le local qui a changé la forme ou la catégorie, qui a changé la catégorie du bâtiment. Par exemple, c'était simple 2 chambres salon. Il est venu, il a transformé ça par exemple en 3 chambres salon avec toutes les commodités nécessaires. Ça change de catégorie. Ou encore, lorsque il y a dégradation, détérioration, par exemple, du bâtiment, de sorte que ça réduit, par exemple, le confort du bâtiment, enfin du locataire. Même si les 3 ans ne se sont pas écoulés, on peut réviser, par exemple, à la baisse le loyer. Et il est dit que la révision ne doit pas excéder 5%. Lorsque, je dirais, elle intervient dans les conditions normales. Par exemple, après 3 ans, vous n'avez pas fait d'amélioration particulière, vous n'avez rien apporté et vous voulez augmenter, vous ne pouvez pas dépasser 5% du loyer initial. Dernière question, M. Dabiré. Quel conseil pourriez-vous nous donner, nous professionnels du secteur et public, pour surmonter ces difficultés rencontrées sur le terrain et quelles recommandations pourriez-vous nous donner pour une meilleure régulation? Je dirais que comme conseil, on l'a dit et on a eu de cesse d'ailleurs de le répéter depuis le début, l'idéal serait que les conventions entre les parties soient écrites, enregistrées
en bonne et due forme, là, chacune des parties pourrait sortir ou brandir le contrat en cas de difficulté. Parce que quand il n'y a pas d'écrit, ben, chacun peut dire que hier on avait décidé ceci, on avait décidé cela, alors que ce n'est pas le cas. Et pour pouvoir agir aussi devant les juridictions, ce sera difficile parce qu'il faudra quand même, je dirais, un document qui sous-tende ce qu'on va aller déclarer devant le juge ou devant l'autorité devant qui on se présente pour régler son souci. Donc c'est principalement ça, il faut que le contrat soit écrit. Il faudrait aussi que dans l'exécution des contrats de bail d'habitation privée, que les parties soient, je dirais, des parties qui échangent beaucoup. Parce que c'est à travers le dialogue quand même qu'on arrive à planir certaines difficultés. Parce que comme on est citoyen aussi de la cité, on a vu des cas où, pour un rien, l'une des parties veut aller devant les autorités, soit policières ou judiciaires, alors que ça n'en valait pas la peine. Il aurait suffi tout simplement que les parties s'asseyent pour essayer de dialoguer, de se comprendre, pour que le problème soit résolu. Donc c'est principalement les deux éléments que je voulais relever, à savoir l'écrit, mais aussi le dialogue entre les parties. Et je pense que si on arrive à mettre cela en pratique, ça doit pouvoir contribuer à résoudre un tant soit peu les difficultés auxquelles on est confronté dans le cadre des contrats de bail d'habitation privée. Alors que cette émission sur le contrat de bail touche à sa fin, nous souhaitons remercier chaleureusement notre invité exceptionnel, Nyankou Arsène Dabiré, pour sa contribution enrichissante et ses précieuses insights sur le sujet. Ses connaissances approfondies et son expertise dans le domaine juridique ont été un atout majeur pour éclairer nos discussions et répondre aux interrogations de notre audience. Nous espérons que cette émission vous permettra de mieux comprendre l'importance du contrat de bail à usage d'habitation ainsi que les tenants et aboutissants de la législation qui le régit au Burkina Faso. Que vous soyez locataire, propriétaire, intéressé par les questions sur l'immobilier, nous espérons avoir pu répondre à vos questions et vous fournir les éléments nécessaires pour vous permettre de naviguer en toute confiance dans ce domaine complexe. N'oubliez pas que Connexion Immobilière est là pour vous accompagner dans votre parcours immobilier mois après mois. Restez à l'écoute pour nos prochains épisodes et nous continuerons à explorer les divers aspects de l'immobilier et à vous fournir des conseils pratiques et des analyses approfondies. En attendant notre prochaine rencontre, nous vous invitons à laisser vos commentaires, vos questions et vos préoccupations. Nous tenterons d'y répondre. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines émissions. Et n'hésitez pas à relayer cette émission pour partager autour de vous afin d'informer plus. Sur ce, à bientôt.